Apéro spécial coach de l'année. Salut tout le monde. Le coach of the year. Ça enchaîne. Oui, monsieur. Les trophées, enfin les courses aux trophées, pardon, pas les trophées d'ailleurs. C'est les courses aux trophées, hein, je le rappelle, parce qu'il y a des gens qui débarquent. Oui, comment tu peux mettre machin défenseur de l'année? C'est une course, donc à l'instant T. Voilà mon classement. Et tout change. Nuance. Chaque jour, ça change exactement. Il y a de la nuance. On espère que vous allez bien. Et merci à toutes celles et ceux qui participent à ces grands débats. Nous sommes donc en décembre, en l'an de grâce 2023, à quelques jours de Noël. On a atteint le tiers de la saison NBA 2023-24 et donc on fait un point sur les trophées. Vous pouvez aller checker les vidéos sur les rookies, les débats sur les progressions, nos petits échanges sur les sixième hommes, mais également sur les défenseurs. Aujourd'hui, on va sur les défenseurs. Ah bah ouais, c'est toujours intense. C'est tendu. Eh oui, c'est toujours intense. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, on va se poser sur les bancs avec nos amis les stratèges. Les stratèges ? Parfois, stratège pas stratège. Ou voilà, exactement. Nos amis, j'allais dire en costume, mais non, puisque on a quasiment plus de costumes au bord des bancs. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, c'est pas la question. Mais ouais, j'aime bien, enfin je sais pas toi, mais moi j'aime bien je trouve que le renouvellement de coach qu'on a vu ces dernières années commence à se voir fort. On a des nouveaux visages qui s'imposent, ça fait plaisir. Et qui s'imposent et puis qui sont là, qui regardent les autres. Bah attends, t'es gentil. Ouais, tout à fait. C'est pas parce qu'on a le même historique que du coup il faut nous prendre de haut. On est bien meilleur que ceux qui sont là depuis une éternité. Salut Pop! On va parler de tous les gros entraîneurs qui font du bon boulot. Évidemment, vous êtes les bienvenus pour balancer vos argumentaires et votre top 3. Il y aura un podium à la fin de cette vidéo pour voir qui Alex a mis en leader de la course au coach de l'année. Je balancerai aussi mon podium. Comme pour chaque vidéo, Alex, on rappelle un petit peu les critères parce que là, un coach qui fait des points, des rebonds et des passes, c'est un peu compliqué. Non, c'est vrai que les critères pour les coachs, ça va être plus Bon, déjà, en général, on récompense les coachs dont le bilan est à minima positif, voire quand même plutôt dans le haut du classement. Très positif. Moi, j'aime bien regarder qu'est-ce que fait un coach qu'est-ce qu'il a dans les mains et qu'est-ce qu'il fait avec. Après, c'est une estimation qui donne un peu de subjectivité, donc je n'estime pas que là-dessus. Mais disons qu'il y a des gars, je sais pas... il est pas sur mon podium, mais son travail est magnifique. Genre, je trouve que le taf de Rick Carlisle autour des Pacers et d'Haliburton est vraiment du bon boulot, et qu'il exploite au maximum les qualités de son groupe et tout. C'est quelque chose que je valorise. Bien sûr. Après, il y a d'autres critères, donc les résultats. Moi, j'aime bien les mecs qui sont capables de faire attaquer et de faire défendre une équipe. Bah bien sûr. J'aime bien qu'il y ait de la progression par rapport à l'année précédente. Ça, c'est quelque chose dont je tiens compte. C'est pas l'unique critère, mais c'est important. Tout à fait. La progression d'une saison à l'autre est hyper importante. Il y a besoin de l'élément. Il y a besoin de l'élément quelque part de surprise chez les votants NBA. Dans l'histoire, on le voit. Je vous montre ici historiquement ce qui s'est passé. Les Kings de Mike Brown, évidemment, ont régalé tout le monde l'année dernière, et donc c'est lui le tenant du titre. Avant, Monty Williams avec les Suns, c'était parfait autour de l'arrivée de Chris Paul. On a Tom Thibodeau qui a repris les Knicks, qui était pas très bien, et il en a fait une équipe solide dans le haut de l'Est. Les Raptors, on sait ce qui s'était passé évidemment autour des années 2019-2020 avec Toronto. Donc chaque année, il faut surprendre. C'est compliqué d'avoir eu du bon travail fait l'année dernière, d'avoir fait un petit peu mieux et du coup d'être dans la course. Combien d'années Mike Budenholzer, à la tête des Bucks, s'est retrouvé à chaque fois mentionné, mais en fait on a dit bah ouais mes frères c'est les Bucks, ils ont entre 50 et 55 victoires en saison régulière et ça va bien attaquer et défendre. Non mais c'est vrai que t'as raison, il y a des coachs dont on prend le travail pour acquis. Ça, je suis d'accord. Il y a des coachs, on dit, bah oui, mais avec l'effectif qu'il a, désolé, ça veut dire qu'il a un bon effectif et qu'il sait travailler avec. Tout à fait. Parce que dans ce cas-là, il y a des coachs qui devraient être bannis, parce qu'avec l'effectif qu'ils ont, les résultats qu'ils ont, ça le fait pas. Tu vois, non mais voilà. Complètement. Et c'est vrai qu'on a cette double lecture entre à la fois, comme on a parlé lundi dans une grosse question, les statistiques pures, donc victoire, défaite, rating défensif, rating offensif. J'aurai l'occasion de vous montrer tout ça avec notamment les ratings ici défensifs puis offensifs pour voir un petit peu qui se situe où. Et puis il y a après ce qu'on voit littéralement sur le terrain, c'est-à-dire groupe qui vit bien, important, souvent le matelot, le capitaine du navire, c'est celui d'un hiérarchie bien installée qui se passe bien, hiérarchie bien installée. Était-elle bien installée précédemment et est-ce qu'elle est mieux installée aujourd'hui? Hyper important. Est-ce que tu as une équipe qui savait pas défendre et tout d'un coup, en fait, elle est bien sérieuse, elle est disciplinée.
Par exemple, tout à fait. Au hasard. Au hasard complet. Et puis donc ce plaisir aussi visuel, puisqu'il y a des entraîneurs, oui, en l'an de grâce 2023, qui produisent du bon jeu et qui nous permettent pas que d'avoir juste des victoires. C'est aussi important des coachs qui se disent, bon, ok, on gagne, on fait le nécessaire, mais en plus, c'est un kiff, quoi. Ou est-ce que tu as aussi un truc que je regarde un petit peu, qui est un critère, voilà, peut-être pas dans le premier rang des critères, mais tu vois, les coachs qui soit on revienne de reprendre une équipe, soit on fait des modifications dans leur plan de jeu. Et en fait, tu as un joueur qui avant était 8e, 9e, 10e homme, qui là est intronisé 5 majeurs ou pas loin, qui devient une pièce importante de la rotation, et ce joueur explose. Bien sûr, c'est des très gros choix. Réussir à faire de Malik Monk un joueur stable en NBA, c'était le défi de Mike Brown, il l'a remporté, il a été coach l'année dernière. C'était un des choix, par exemple, ou Keegan Murray, rookie qui était titulaire, c'était très bien joué de sa part. À l'époque, Nick Nurse, quand il dit « Siakam, viens là ». Viens là, tout à fait. Regarde, tu vas être titulaire maintenant. Tu vois, ce genre de choses. Ah bah ouais, tous les ans, de toute façon, il y a des coachs qui font des grandes dingueries. Donc, qui va prendre la place de Mike Brown ? Je ne sais pas si Mike Brown fera le back-to-back et j'ai un peu de doute, puisque après la surprise, justement, c'est compliqué de faire encore mieux. Back-to-back coach of the year, tu sais que c'est tendu, ça. Back-to-back en général, il ne doit pas y en avoir dans l'histoire NBA. Tu sais que, je sais pas si tu as sous les yeux le truc, mais j'ai même pas en mémoire. Je réfléchis. C'est bizarre parce que... 2 fois. Parce que c'est chaud, ça. Non, je pense pas. J'ai la liste sous les yeux et je vois pas spécialement de double coach de l'année. Faudra juste que je vois comment Hubie Brown s'est débrouillé au début des années 2000 parce qu'il y a eu du passage entre plusieurs franchises. Mais honnêtement, je crois qu'il n'y a pas de back-to-back dans... C'est assez chaud, c'est assez logique en fait, parce que ça veut dire qu'en gros, tu as surpris tout le monde une année et tu as fait des très bons résultats. Et donc l'année suivante, tu devrais faire de meilleurs résultats pour encore plus surprendre tout le monde. Enfin, c'est quand même très très chaud. C'est compliqué. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver justement cette grande liste des coachs de l'année historiquement sur tous les sites, que ce soit sur ESPN ou sur Basketball Référence ou tous les autres copains qui nous accompagnent. Avant de se lancer comme d'hab, je vous rappelle que si vous êtes sage et que vous souhaitez gagner une journée ultime avec Trash Talk, ça, avec un beau concours. Alex et Bibi, tout à fait. Là, il y a de l'expertise et du coaching. Vous allez dans la Descro. Il y a un lien qui vous permet de participer à tous les jeux concours proposés par NBA ID France en amont, Alex, du match à Paris, qui aura donc lieu le 11 janvier. On peut passer une journée ensemble? C'est quoi? C'est au petit-déj? On se retrouve le matin. Ce qui est sûr, c'est qu'on va aller déjeuner ensemble. Ce qui est sûr, c'est qu'on va aller faire un petit tour de l'Accor Arena. Exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'on va se mater le match dans des bonnes petites places, bien comme il faut et tout. Avec les fans. Et on va faire les cons ensemble devant Michael Bridges qui va être en train de déboîter l'Ohio. Tout à fait. Voilà, c'est un pronostic. Ça vaut ce que ça vaut. Attention quand même. Attention. Non, je déconne dans la gueule, tu vas voir. Ouais, bien sûr. Ou au Coro. Tout à fait. Bref, voilà, ça va être cool, franchement. Exactement, donc n'hésitez pas à vous foncer dans la Descro pour participer justement à ce magnifique jeu concours. On va passer 24 heures quasiment avec Bibi et Alex. On va pouvoir passer justement à nos amis les coachs. Donc on fait comme d'hab, si vous avez suivi les dernières vidéos, on aime bien faire quelques mentions des garçons qui n'ont pas pu monter sur le podium et à qui on veut quand même rendre hommage. Alex, je te lance sur le dance floor. Y a-t-il un coach à qui tu as envie de donner quelques fleurs et quelques loves et qui n'est pas sur ton podium? Ouais, il y en a plusieurs. Pas sur mon podium, à qui je vais lancer des fleurs et je vais éviter de spoiler le tien. T'inquiète, vas-y. Jason Kidd, tiens. Tu l'as pas sur ton podium, Jason Kidd? Non. Moi, je trouve que... Moi non plus, il n'est pas sur mon podium. Mais j'aime bien le taf, cette année. C'est bien. Et il y a toute une partie de son taf, parce que, mine de rien, bon, moi, c'est pas un secret, j'adorais le joueur. Après, le coach, depuis qu'il est coach, je suis bon... Voilà. L'homme, je ne parle pas de l'homme là aujourd'hui, même si c'est difficile de différencier, mais en tout cas c'est réel. Depuis qu'il est coach, Jason Kidd, je le trouve beaucoup moins génial qu'il ne l'était sur le terrain. Et là, sans le trouver génial sur ce début de saison, je pense quand même qu'il y a des très bons trucs qu'il a mis en place. Et puis j'aime bien son côté choix tranché. Tu vois, on savait que Dallas avait des sujets de gestion de raquettes, de pivots et compagnie. T'as le rookie qui est là, Derek Lively, il monte des bons trucs, il est titulaire. Ça, j'aime bien. Il n'y a pas d'histoire de savoir si Dwight Powell va être content ou si Maxi Kleber va pas être un peu dégoûté de perdre des minutes ou je ne sais qui, tu vois. Et d'ailleurs, quand il est pas là, ça se sent très très fort. Exactement. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien chez Jason Kidd. Je pense que son entente avec Doncic a progressé en termes de relation star-coach. Ah ouais. Ça, c'est bien parce que Jason Kidd, on l'a connu aussi parfois avec la star, il s'embrouille, il aime bien être lui-même la star et tout.
Là, je pense qu'il a mis avec l'âge un peu d'eau dans son pinard. Et je l'avais déjà dit, je crois, dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, l'utilisation qui est faite de Kyrie Irving, la façon dont il met de l'huile dans les rouages de son duo du backcourt. Bon, Kyrie a eu de la blessure et tout, il n'a pas pu jouer tous les matchs, mais j'aime bien. Kyrie sans ballon, Kyrie qui parfois va rester sur le terrain un peu plus longtemps que Doncic en deuxième quart pour déboîter la seconde unit adverse, Kyrie qui a des ballons dans le clutch. Enfin, franchement, j'aime bien. Non, c'est solide. Je trouve que c'est du bon boulot. D'ailleurs, il a la cinquième attaque, 23e défense, ça c'est toujours Dallas. Bon, ça, la défense, il y a du taf. Hormis en 2011. Il est là, il est dans le top 4-5 de l'Ouest, il est en position, il a une superstar dans les mains, il essaye de mettre en place le jeu autour. Typiquement le genre d'équipe qui, si tout le monde est bien en forme quand arrive mars-avril, ça peut être très très chiant de jouer ce genre de Mavs sur un tour de playoff par exemple. Ouais. Non, complètement. Il y a 2 ans, tout passe très très vite, mais il y a 2 ans, ils étaient quand même en finale de conférence face à nos amis les Warriors, où ils avaient fait l'exploit, l'équipe avec Jalen Brunson notamment. Et donc là, c'était vraiment la montée de Jason Kidd dans les émotions de tout le monde. Il était très très bien placé au niveau du respect des entraîneurs en NBA. Il y a son staff aussi qui l'a bien aidé. Je te suis totalement. Il y a d'autres garçons aussi qui sont un peu moins mentionnés et qui font le boulot. La réintégration de Deontay Exum, dont j'ai parlé un petit peu en NBA, est superbe. Son utilisation est nickel. L'utilisation de Derrick Jones aussi. Derrick Jones Jr. aussi, tout à fait, à qui il a été demandé justement d'être un peu plus culotté à 3 points et de tenter. Non, Dallas, c'est solide. Et en effet, comme tu le dis, c'est une équipe qu'on va attendre au printemps parce que là, tout est en place. Il y a des franchises comme ça où on a tendance à dire est-ce que c'est pas la superstar qui cache un petit peu le coach ? Ça a pu être comme ça, mais pas là. Je pense qu'on est d'accord. Enfin, évidemment que si tu leur enlèves Doncic, c'est sûr que ça va attaquer moins bien, ça. Mais je veux dire, il y a une organisation autour. Je suis d'accord. Non, c'est bien. C'est du bon boulot de la part de Dallas. Qui dit Dallas, dit Texas. Qui dit Texas, dit San Antonio. Non, je déconne. T'étais pas prêt. Bah là, les mecs des Rockets, ils ont fermé la vidéo, je te le dis. Non, je suis obligé d'en lâcher une pour Ime Udoka. Certains et certaines qui voient les vidéos depuis le début de saison voient tout l'amour que je peux avoir pour les Rockets. Je croyais beaucoup à la prise de décision estivale autour de Van Fleet, autour de Ime Udoka, autour de Dillon Brooks, autour de cette franchise qui, pour rappel, a quand même été la punchline officielle de la NBA la saison dernière. C'est-à-dire que là tout le monde est sur la gueule des Pistons. Tous les ans, il y a quelqu'un. Et cette année, c'est pour Détroit, il n'y a pas trop de débat. Mais là, Houston, l'année dernière, c'était la punchline. Le travail que fait Ime Udoka avec ses vétérans est, je trouve, formidable. Et une des équipes et franchises les plus dysfonctionnelles de toute la NBA est en train de poser des bases au travers de son coach. On avait des questions, on en a rigolé tous les deux au niveau de la hiérarchie, là, dans les critères. La hiérarchie des jeunes, elle est établie. On sait. Il y aura des questions. L'identité de jeu, je crois qu'elle est établie aussi. Ah bah tout à fait, identité de jeu. On a parlé d'Alperen Sengun, on voit la pierre angulaire offensive, on voit l'apport justement de Fred VanVleet qui a des moments où il peut aider et où justement parfois il laisse les jeunes s'exprimer. Évidemment ça va créer d'autres questions, l'importance d'un Jalen Green, est-ce qu'il va rester dans ce projet-là ? On en reparlera par la suite dans de plus grosses questions avec nos amis fans des Rockets. Mais Ime Udoka, il impose à Houston son style de jeu et notamment une grosse défense. Houston, Alex, est une des 3 meilleures défenses de la NBA. On est en 94 ou en 2024. Non, ça c'est très fort de la part d'Ime Udoka. Énorme de sa part. Tout le monde se donne. Il a vraiment 8-10 joueurs prêts à rentrer sur le terrain et à se défoncer défensivement. Ça, complètement. C'est fort. Je suis hyper fan du banc. J'en ai parlé l'autre jour avec cette espèce de quatuor là, de n'importe quoi là, entre à la fois du Tari Eason, Aaron Holiday, Jason Tate. On a d'autres garçons qui vont rentrer, Amen Thompson qui va aussi faire le travail, Jeff Green, l'utilisation de Jeff Green en sortie de banc. Le duo Tari Eason, Jeff Green, c'est très relou sur le front de courte. Ouais, mais très relou sur le front de courte. Cette phrase, mais il y a 2 mois. Ils sont complémentaires. Le jeune fou furieux avec le vieux briscard là, ça, le Big Dog. Franchement, ça cartonne. C'est top. Houston fait un assez bon début de saison. On parle quand même d'une franchise. Là, je vous montre le classement au moment où on en parle, qui est donc qui est 9e de l'Ouest. C'est pas non plus une équipe qui est podium, mais c'est ce qui lui manque. Je veux dire, attention, s'il était 4e de l'Ouest, on serait pas en train de parler de lui dans les mentions. Non, tout à fait. Il serait sur le podium. Mais donc, moi, ce que j'adore, c'est au global, ce qui s'installe pour les fans de Houston, qui ont vécu un calvaire ces dernières années. Il y avait des punchlines dans tous les sens, et Ime Udoka apporte cette stabilité. C'est stable, Houston. Il défend ses joueurs. On l'a vu à 2-3 reprises, là déjà, j'ai bien aimé cette saison, avoir des pétages de plomb des Dillon Brooks et compagnie, et il se fait expulser avec. Si le bateau coule, il coule avec.
Ime Udoka, il est avec ses gars, il a dit, vous savez quoi, on s'est foutu de notre gueule, donc maintenant j'y vais à fond. Il s'est pris la tête avec LeBron, il s'est pris la tête avec les gars à Milwaukee, il est comme ça avec Fred VanVleet et Dillon Brooks. Donc lorsque Dillon Brooks revient notamment à Memphis, et ben si le match démarre mal en deuxième mi-temps, il le responsabilise davantage pour que justement il passe un très grand moment, parce que c'est un moment émotionnel quand même pour Dillon Brooks. Pour le moment, masterclass d'Ime Udoka. Alors oui, il y avait eu des soucis à Boston, et on reparlera peut-être des Celtics dans cette vidéo. Il y avait eu des soucis pour sa fin de règne chez les Celtics, mais voilà, comme tu l'as dit un peu pour Jason Kidd, on enchaîne dans les don't judge the human, judge the coach. Et Ime Udoka, en tant qu'entraîneur, là, son début de saison à Houston, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, c'est quasi podium. Il a effleuré le podium. Gros coup de cœur. Moi, il l'a pas tout à fait effleuré, parce que moi, c'est un autre gros coach qui l'a effleuré, parce que j'avais vraiment 4 noms et donc 3 places, par définition. J'avais vraiment 4 noms et 3 places, donc j'étais très, très embêté. Mais je dirai ça tout à l'heure. J'ai un autre nom en mention, je trouve que ça mérite d'être mentionné, parce que je ne l'ai pas sur mon podium, malheureusement pour lui, et parce que j'avais 4 très gros noms devant lui, c'est Jamal Mosley. Ok. Je l'ai pas sur mon podium. Toi, tu le... Non, c'est bon. Est-ce que non, ton OK laissait présager que... Ok, non, d'accord, non, ouais, je vois. Non, c'est OK, non, j'avoue. Non, c'est OK dans le sens où je regarde ma liste et je vois dans le podium comment est-ce que ça se passe. Mais oui, bien quand sûr. Même, bien sûr, Jamal Mosley, mais c'est du très, 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 très bon boulot. Ouais. Alors, le problème, c'est qu'offensivement, c'est encore un peu faiblard. Et puis, tu es sur une équipe qui n'est pas dans le top 3 de sa conférence et qui... 18e attaque, Orlando, et défense, on est top 4. Ouais, voilà. Et puis non, là, ce dont j'ai envie de parler, c'est surtout le côté, développement, progression. Le Magic, l'année dernière, avait déjà une défense où on était là, genre, ouh là là, on était là en train de se dire, ouh, ils peuvent être relous, Tu sais que, voilà. Cette année, il y a une légère progression offensive, il y a encore de la progression défensive à mon sens, et en plus, il y a des rôles encore mieux définis. Un Jalen Suggs dont on a parlé dans une autre course, qui vraiment s'éclate et trouve vraiment sa place en NBA, c'est aussi le travail du coach, ça, clairement. Bien sûr. L'alchimie dans le duo Franz Wagner, Paolo Banchero également. Ouais. Le côté groupe vit bien, Wendell Carter Jr. se blesse, c'est quand même les boules. Vas-y Goga Bitadze, je t'en prie. Ouais, non, tu vois, les gars, ils Mo Wagner, tu vas rester sur rôle. le banc, t'inquiète. Ouais, exactement. J'aime bien ça. Ça, c'est aussi le signe d'un entraîneur qui fait le boulot, qui a mis son groupe dans les bonnes conditions, qui l'a bien préparé. Donc non, Jamal Mosley, il était pas... Enfin, je sais pas exactement si je devais faire un top 10, tu vois, je sais pas exactement où je le mettrais, sûrement autour de la 5e place, tu vois. C'est ça, non mais je comprends. 5-6. Il était aussi dans les discussions... Jamal Mosley qui a remporté le titre de coach du mois de novembre dans la conférence Est. Je ne pense pas qu'il aura celui de décembre, mais c'est un très très beau début de saison de la part de ce bel entraîneur qui est un ancien assistant des Mavs aux côtés de Jason Kidd, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je crois qu'il était à Dallas. Je voulais juste, moi, terminer, parce qu'après on pourra débattre de pas mal d'autres noms. Je voulais juste terminer avec une mention pour un garçon qui, évidemment, à chaque fois qu'on se retrouve en play-off, on se pose la question, waouh, machin, etc. Il y a tout un débat, moi je vois là, autour du début de saison de Erik Spoelstra et du 8. Parce qu'on le sait, à chaque fois qu'on se ramène en play-off, Alex, on se dit, mais quand même, Erik Spoelstra, est-ce qu'il va avoir le COI et tout? Enfin, tu vois, c'est quand même... C'est quand même un des... Il l'a pas, Erik Spoelstra, le coach. Non, il l'a pas. Puis là, il est pas parti pour l'avoir. Et il est pas parti pour l'avoir. En fait, il y a des choses qui m'intéressent et il y a des choses qui me frustrent avec Erik Spoelstra sur le début de saison. 4e quart-temps du Heat, il y a des vrais soucis. Il y a beaucoup de matchs qui ont été perdus de peu pour le Heat. On sait l'année dernière qu'on avait parlé des Money Time et qu'Erik Spoelstra en rigolait en disant bon bah c'est trop bien, t'es fan, tu regardes, tous les matchs sont serrés, c'est canon. J'ai envie de lui donner des fleurs parce qu'il a eu le culot de faire, je sais pas combien, 15 à 20 starting line-up différents sur ce début de saison. Donc en termes de coaching pur, c'est de l'art de voir Erik Spoelstra faire le travail tous les soirs, de prendre des 5 majeurs différents et de dire ça va marcher, on va être compétitif, on va essayer. Maintenant, les 4e quart-temps ne sont pas bons. Miami s'est souvent retrouvé dans la panade là récemment face aux Wolves où il y a eu des choix un petit peu contestables de sa part. Et donc du coup, je sais pas ce que t'en pensais, mais je voulais bien l'avis des gens et qu'on en discute un peu parce que Spo, on lui souhaite le coach of the year et on est en train, pour le moment, de se ramener sur une saison type Miami où
Ouais, novembre, décembre, tranquille. Janvier, tranquille. Le but, c'est d'être au top en avril et on va défoncer tout le monde. Mais je sais pas ce que t'en penses. Non, mais si, c'est vrai. C'est un trophée de saison régulière et pour ça, il va falloir qu'il fasse des bien meilleures régulières. Il y a beaucoup trop de coachs qui font des bien meilleures régulières que lui. Des coachs et des équipes, je veux dire. Donc là, il n'est pas dans la course du tout, là, pour l'instant. C'est sûr. Non, mais alors pour autant... quand on a fait le top 6 cet été, enfin voilà, quoi. Ça, c'est sûr qu'on avait Spoelstra très très haut dans notre estime parce qu'on sortait de playoff. Mais là, on doit se réadapter, on doit se réajuster sur notre... C'est ça. C'est notre façon de voir les choses. Et là, sur un trophée de régulière, non, clairement, il n'est pas même pas compliqué. Non, il était même pas dans mes 7, tu vois, mais c'était juste en parler parce qu'on l'a mis en 1 cet été et qu'en fait, il y a des choses qui sont très bonnes. Hein. Tu regardes Jaime Jaquez, comment il a été intégré en NBA, c'est bon, c'est terminé. Enfin, tu vois, il n'y a pas de problème. La perte de Max Strus et de Gabe Vincent, oui, il y a des choses qui sont regrettables, mais ça va. Mais il y a eu un nombre de blessures, t'as pas pu compter sur Bam, sur Tyler, sur Love, sur Lowry. Bon, j'espère que Spo va avoir droit à peu de blessures sur la deuxième partie de saison et nous faire une vraie belle fin de régulière parce qu'il faut que Eric Spoelstra ait le coach de l'année, quoi, à un moment ou à un autre. Ça va être un peu chaud, j'ai l'impression. Je comprends. Et si on se faisait un podium ? Allez, on se fait un podium. On se fait un podium ici, place 3-2-1. Dites-nous, vous, avant que Alex démarre justement son argumentaire, qui est sur votre podium au tiers de la saison NBA concernant les coachs de l'année. Alex, qui est en 3e place, je vais faire la prod, qui est en 3e place de ton COI ? Marc Daigneault. Très bien. De toute façon, j'en avais vraiment 4 et je suis pas sûr d'avoir enlevé le bon, mais bon. Non, je t'en prie. C'est le jeu. Très bien. J'ai voulu rendre un peu de love à Monsieur Nick Nurse. Ah, mais bien sûr. Ah, oula, d'accord. Bon, bah écoute, à tout à l'heure. Alex qui parle de Monsieur Marc Daigneault en place numéro 3 et j'ai Monsieur Nick Nurse en place numéro 3. Parle-nous de Magic Mark. En fait, moi, ça fait plusieurs saisons que je trouve qu'il fait... Enfin, pas plusieurs, mais ça fait... La saison dernière, je trouve qu'il a vraiment fait un boulot où voilà, personne n'avait trop vu le Thunder venir et tout. Enfin, à part les fans du Thunder, bien sûr. Mais pas nous, en tout cas, et pas d'autres médias, pas d'autres observateurs. Enfin, bref, voilà. Pas d'autres habitants de la planète. Gros boulot. Là, il était plus attendu. Nettement plus attendu, parce que Shai Gilgeous-Alexander plus attendu, arrivée de Chet Holmgren, role-players qui doivent confirmer, ils sont allés au play-in et tout, machin. Attends, le Thunder joue vraiment un excellent basket, alors que le Thunder a encore quelques lacunes réelles en termes de joueurs. On se dit, un vrai ailier fort. Une marge de progression. Secondé Jalen Williams. Tu vois, en termes rien que de joueurs, on se dit, Presti, est-ce que c'est pas le moment où il devrait faire péter tel joueur, plus des pics de draft pour se ramener un autre gros joueur dans le groupe, tu vois. J'ai vu des gens qui étaient là, genre, est-ce qu'on n'irait pas chercher Siakam, tu vois, ce genre de gars, quoi. Tu vois. Oui, j'entends. Je comprends. Mais en attendant, top 10 défense, top 10 attaque, le Thunder, il y a un candidat MVP dans l'équipe. Il y a un candidat Deepoy dans l'équipe. Il y a un candidat Deepoy dans l'équipe. Il y a un des meilleurs net rating de toute la ligue. Il y a un duo intérieur-extérieur qui est tout jeune, en train de se former, autour duquel il est en train de construire. Il y a Josh Giddey qui était un joueur important l'année dernière, qui n'est pas dedans là cette année, pas trop, extra sportif, puis pas trop dedans sur le terrain et tout. C'est pas grave, ça tourne quand même. On a des solutions, on réfléchit, on intègre, on a des 6e hommes, on a notre défense qui est construite, on améliore notre attaque, on travaille sur nos points faibles. C'est un peu le 3 points, on va dire. Tu vois, voilà. Marc Daigneault, moi, c'est un coach que je respecte énormément. Et donc là, à ce moment-là de la saison, je le mets dans mon top 3, ouais. Normal, je comprends. On va en reparler. Et pour faire ça, j'ai enlevé un coach qui a des résultats bien meilleurs que lui. Spoiler. Ouh là 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 là. Enfin, bien meilleur. Meilleur, parce que bien meilleur que le Thunder. Voilà. Mais j'ai enlevé un coach qui a de meilleurs résultats en termes de bilan, quoi, si tu veux. En termes de bilan, voilà. Je peux entendre. Ouais. On en reparlera. J'ai mis Monsieur Nick Nurse, que tu as suivi par un... Mais attends, mais bien sûr, un truc de ouf. Le mec qui est numéro 1, tu sais. On va voir. On va en reparler après avec Alex. Nick Nurse, je l'ai mis en place numéro 3. Nick Nurse était... on va dire persona non grata à Toronto sur la fin de son parcours. Merci mais non merci. Bravo pour les services rendus, c'était super.
récupéré immédiatement par les Sixers, qui ont décidé de lui donner totalement les clés du camion. Alors, ce qui fait qu'il est sur le podium, c'est que les Sixers vraiment ont vécu plusieurs choses compliquées sur un début de saison, et c'est pas n'importe quel coach qui aurait pu mener le bateau jusqu'ici quasiment à Noël. On se souvient quand même qu'on était dans un état d'instabilité il y a encore quelques semaines par rapport à la situation de James Harden, et qu'on voulait voir comment ce groupe allait réagir. On avait des certitudes. L'utilisation de Embiid, il n'y a pas de révolution. Il est très très bon, il est encore mieux utilisé, on peut le dire, dans la façon notamment sur ses ratios entre passes décisives et balles perdues, qui est encore meilleur. On a une très bonne utilisation de Kelly Oubre, malgré les soucis qu'il a pu avoir là en dehors des terrains, et donc comme tu en as parlé dans la vidéo du CMM, on espère qu'il va enchaîner les matchs pour reprendre ce dossier de candidat au sixième de l'année. Tyrese Maxey, ça avait été annoncé par Nick Nurse dès la pré-saison qu'il fallait qu'il soit agressif, et il nous fait une saison de candidat All-Star. Et puis cette intégration de joueurs qui sont un petit peu arrivés en cours, c'est-à-dire Pat Bev pendant la free agency, Nico Batum pile comme il faut. Les Sixers, ça joue bien, ça joue dur. Dieu merci, Doc Rivers a quitté cette ville, et donc on a le droit de voir un potentiel limite encore meilleur pour Philly. J'ai pas pu le mettre plus haut, Nick Nurse, parce qu'en fait, bon, c'est une équipe qui carbure, mais ils partent pas non plus de l'autre bout de l'humanité, quoi. Philly, c'était déjà très solide l'année dernière, quand même, hein. On a un MVP en titre. Donc, c'est des légères modifications importantes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la deuxième partie de saison et pendant les playoffs. Donc, c'est pour ça que je le mets pas plus haut, parce que c'est du très bon boulot, mais il a pas fait d'une 2 chevaux une Rolls-Royce, quoi. J'entends. Je reparlerai de Nick Nurse. Ok. Voilà, c'est du futur, c'est pas du conditionnel. Et bah justement, on va passer en place numéro 2. Qui tu as mis en place numéro 2, Alex ? Chris Finch. Ah putain ! Pardon, excusez-moi. Merde. Ah d'accord. T'as mis qui, toi ? Numéro 2, excuse-moi, j'ai mis Marc Daigneault. Ok. Donc, incroyable. On va y revenir. Donc, du coup, je montre juste la place numéro 2. J'ai fait Marc Daigneault en 2 et Nick Nurse en 3. Et Alex a mis donc Marc Daigneault en 3 et Chris Finch en 2. Parle-nous justement de monsieur Chris Finch. Et on va Chris pouvoir... Finch, dans la... Ce qui est extrêmement fort chez Chris Finch, c'est que l'année dernière, notamment sur la fin de saison et au premier tour de play-off perdu contre les Nuggets, on avait entrevu, tu sais, on en avait parlé des flashs de se dire waouh, c'est Wolves quand même quand ils jouent dur et qu'ils sont vénères, malgré Jaden McDaniels blessé, malgré le fait que Rudy Gobert s'embrouille avec Kyle Anderson et tout, ça joue dur, c'est chiant à jouer. Mike Malone avait dit, bon après je sais pas si c'était vrai ou si c'est pour faire chier les Lakers, mais en tout cas il avait dit c'est de loin l'équipe qui nous a le plus saoulé en play-off, machin et tout. Salut les Suns, salut les Lakers, salut le Heat, tu vois. Donc, voilà, bon. Mais ça, on s'en fiche. Mais moi, je vois ce qu'il veut dire Mike Malone là-dessus. Ils ont pris 4-1 contre les Nuggets au premier tour de play-off, mais ils se sont extrêmement bien battus, défense intérieure, extérieure. Et là, cette saison, même quand Jaden McDaniels se blesse et que Doku il nous trouve une solution, il nous met nickel Alexander Walker en titulaire et tout, le noyau Gobert, Towns, Conley, Anthony Edwards est extrêmement bien géré. Chacun sait ce qu'il a à faire. Alors, il y a une complémentarité assez naturelle sur le papier entre ces joueurs, mais n'empêche que encore faut-il la mettre en musique sur le papier. C'est ce que fait Chris Finch. Il bénéficie évidemment d'un Rudy Gobert surmotivé et tout, mais quand tu vois Karl Anthony Towns se battre comme ça, c'est pas que le fait de Rudy Gobert, c'est aussi un coach qui te met bien en place et tout. J'ai pas mis Finch 1 parce que parfois il y a des choix de rotation où je suis un peu surpris, et puis en attaque je trouve ça un peu stéréotypé et tout, mais le progrès des Wolves est magnifique. Ils ont le 2e meilleur bilan de la ligue, ils ont la meilleure défense, mais tu vois, tu viens de dire des Sixers, je les attends en playoff et tout, les Wolves aussi du coup. Ah oui, mais attends, ça part pas du tout du même endroit quand même. Non, ça part pas du tout du même endroit, mais ça part pas non plus de si bas. Faut pas déconner. Non, mais attends, j'entends, hein, je le mets 2e. Je l'ai pas sorti de mon podium là. Non, mais tu me fais un truc comme si je te l'avais sorti en mention il y a 20 minutes. Non, du tout. J'essaie de comprendre. En effet, je vais t'expliquer après. Vas-y je vais t'expliquer après. Mais Chris Finch devant Marc Daigneault, devant un autre très gros coach.
parce que le boulot est magnifique. Les Wolves font un début de saison incroyable en défense. Anthony Edwards va être All-Star. Est-ce qu'il y aura un deuxième All-Star chez les Wolves ? Oui. Peut-être. Est-ce qu'il y aura un Deepoy chez les Wolves ? Probable. Peut-être aussi, tu vois, voilà. Donc, est-ce que Chris Finch va être coach de l'année ? Là, je le mets deuxième. Voilà. Donc toi, t'as mis Marc Daigneault en 2, toi. J'ai mis Marc Daigneault en 2, tout à fait. Ouais, donc on est d'accord tous les deux sur le travail de Marc Daigneault, quoi. Enfin, mais bien sûr. Voilà, on le met pas tout à fait à la même place, mais... Et quelque part sur Chris Finch aussi, spoiler, on va se retrouver. En fait, quelque part, après, je vais ajouter les noms, juste pour ajouter sur Marc Daigneault, puisque tu en as bien parlé. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a, comme tu l'as dit, il y a une marge de progression. Mais déjà, je trouve le Thunder encore plus sérieux et cadré que ce que je pensais. C'est-à-dire qu'on pouvait s'attendre à une équipe sexy, jeune, avec un fort potentiel et donc beaucoup de gens qui allaient monter dans le wagon, mais je les trouve encore plus impressionnants dans le jeu. Il y a des défaites frustrantes et à la con que le Thunder a dû subir sur cette saison, que ce soit à Minnesota ou justement face aux Warriors, même si après ils ont bien géré les Warriors. Hein. Mais il y a eu même à Sacramento, il y a eu 2-3 situations dans lesquelles c'est des apprentissages de fin de match, de gestion, de petits aléas à droite à gauche. Mais sinon, c'est trop fort. C'est-à-dire que défensivement, tu as déjà ta base qui est mise en place. Et donc, j'en ai parlé dans la vidéo Deepoy autour de Chet Holmgren. Il y a des perspectives qui sont celles d'une équipe contender. Parce que c'est ça le terme qu'il faut sortir. Notamment avec, là, on va parler après comme tu en as parlé, l'Alex des Wolves. Et moi, j'en parle avec le Thunder là. C'est que placer le mot contender avec Thunder, contender, j'ai envie de dire, c'était... Moi, j'avais pas trop prévu là en décembre. Alors, c'est peut-être encore un peu tôt. Mais si ça continue sur ce rythme, moi je serais ouvert à me dire bon courage pour battre ces gamins en fait sur 6 à 7 matchs. Mais j'entends. Parce que ça défend. C'est là où le travail bien. de Marc Daigneault est incroyable. Le travail de Marc Daigneault est incroyable. Faut respecter les progressions d'année en année comme ça. C'est dur. Ouais, complètement. C'est dur. Complètement. C'est hyper chaud. Il y a cette intégration autour de Josh Giddey où en fait l'année dernière, c'est autour de fin décembre et début janvier que Josh Giddey a passé un cap et où ça s'est bien passé pour lui. Il a trouvé sa place. Comme d'autres garçons, hein, une saison NBA c'est très long, donc on va voir les ajustements qui vont avoir lieu. Il y a une part de moi qui le met encore un peu en retrait, notamment parce que sur le début de saison, il y a eu beaucoup de soirées où en fait les joueurs du Thunder, ils pouvaient shooter avec leurs couilles, excusez-moi, hein, que ça rentrait. En fait, ils avaient une adresse extérieure complètement insolente, et donc parfois ça peut aussi influencer nos visions de dire waouh, ils ont une attaque extraordinaire. Ouais, enfin quand tu mets 4 mains dans la tête d'Isaiah Joe et de Kaysen Wallace et que les mecs ils envoient quand même des filoches. C'est un peu compliqué pour l'adversaire, mais ça n'empêche pas que le travail du Thunder est très bon et qu'il y a eu des absences. Il y a eu des absences notamment de Jalen Williams. Il y a eu d'autres garçons sur lesquels on n'a pas pu compter. C'est solide le Thunder. C'est solide, ça y est, par rapport à leur reconstruction. Là, la question, c'est de savoir s'ils vont être top 3, top 5, top 6, mais je crois que personne n'a l'idée là que OKC pourrait finir... au play-in tournament cette année, tu vois. Et donc la progression, elle est réelle, elle était attendue. Marc Daigneault mérite des votes dans le coach de l'année. Et il en a mis tous les deux. Et il en a, tout à fait. Ça veut dire qu'en 1, Alex, qui tu as mis ? Je montre ici le tableau. Tu as mis Nick Nurse en 1 ? J'ai mis Nick Nurse. Très bien, je te l'ajoute. Et j'ai mis donc Monsieur Chris Finch. T'as mis Chris Finch. Juste ici. Donc, avant qu'on parle de eux. Ouais, avant. Ouais, il faut dire un truc avant. Non ? Il y a 2-3 choses. Ni l'un ni l'autre, on a mis Joe Mazzulla. Qui a aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo, si je dis pas de conneries, le meilleur bilan de la ligue. Et qui a une top 5 attaque, je crois 4ème, et top 5 défense, ou un 5ème, ou l'inverse, un truc comme ça. C'est élite évidemment de la part de Boston. J'ai l'impression, tu me dis, hein, mais que d'un côté, hyper séduit par intégration de Porzingis, intégration de Jrue Holiday, quelques tests faits sur le banc parce qu'on sait qu'il y a des limitations. Donc on sait que par rapport à des Stevens ou par rapport à des Sam Hauser ou par rapport à des Cornets, il y a des choix qui sont faits et donc c'est pas mal. Mais Boston part d'où en fait ? Enfin, tu vois, je sais pas ce que t'en penses, mais ils sont déjà l'année dernière top 3 attaque et top 3 défense. En fait,
malgré le côté élite, c'est l'équipe qui me surprend le moins, entre guillemets. Donc c'est ça qui a dû jouer, moi en tout cas dans mon vote. À la fin de la saison, je pense qu'il sera sur le podium des coachs de l'année, Joe Mazzulla, et j'espère que ça va pas se faire comme ça, mais je pense que ça peut tout à fait se faire au détriment de Marc Daigneault, par exemple, tu vois, un gars comme ça, en fonction de comment se passe la deuxième partie de saison et tout. Non mais c'est vrai, hein. Ou Nick Nurse, ou je sais pas qui. Et je sens que ça va m'énerver, mais je comprendrais aussi ces votes-là parce que Joe Mazzulla fait un boulot absolument incroyable. Là, voilà. Moi, j'avais 4 gros noms, enfin 4 gros coachs qui, voilà, fallait en mettre que 3. Hein, donc, voilà. Est-ce que Boston est la meilleure équipe de NBA à Noël, là? Bah, ils sont partis pour. Après, les Wolves peuvent être devant. Non, mais là, je parle là actuellement. Si je te demandais rue, c'est en termes de jeu, la meilleure équipe de NBA. En termes de jeu, peut-être, hein, franchement. Mais moi, je pense que ça peut très bien être les Sixers, par exemple. Alors, très bien dire, les Sixers. Bah en fait, tu vois, les Celtics sont top 5 attaque, top 5 défense. Bah, les Sixers aussi. Et ils sont que 2 équipes en fait à faire ça cette saison pour l'instant. Les Sixers, on parle de l'attaque des Pacers, on parle de l'attaque des Mavs, l'attaque de je sais pas moi, des Bucks et tout, machin, des Hawks et tout. Bah la meilleure attaque, après ça se joue à pas grand chose. Hein. En termes de rating, au moment où nous on fait cette vidéo, après faut voir quand elle sort et tout, c'est les Sixers. Et effectivement, tu l'as très bien dit d'ailleurs, l'utilisation de Joel Embiid est meilleure qu'avant. Le mec vient d'être MVP, il est mieux utilisé. Pardon, c'est quand même pas mal. Notamment parce qu'à la passe, il y a plus de choses qui se passent autour de lui et on voit aussi toute la qualité de vision de jeu de Joel qui était un peu moins mise en avant. On se demande pourquoi, hein, sous Doc Rivers, avec James Harden à ses côtés. Tu l'as très bien dit, Nick Nurse a dû faire face toute sa préparation à un James Harden qui casse les couilles, gna 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 gna, je veux pas être là, et on m'a menti et tout et tout. Alors lui, il y était pour rien. Nick Nurse, il était pas là au moment où on lui a menti. Mais n'empêche que c'est toujours chiant. La chance qu'il a eue, c'est de récupérer du bon vétéran qui fait pas chier, qui s'intègre bien dans l'effectif, mais il a tout de suite su utiliser, hein, tout de suite. Hein. Et en fait, je trouve que là, on voit ce qu'on avait envie de voir des Sixers depuis longtemps. Coaché par un coach tactique qui met en place des vrais trucs défensifs, qui appuie sur les points forts offensifs, qui permet, le départ d'Harden et Nick Nurse, les deux choses conjointes, permettent à Maxey de s'éclater. Ça met encore plus d'espace à Embiid qui est complètement ingérable. Il est ingérable offensivement, Embiid, c'est impossible. Et défensivement, c'est bien organisé. Ça joue dur. Cette équipe, elle ressemble aux Raptors de l'époque avec plus de talent, plus réparti, je trouve. Avec Marc Gasol qui a mangé Kawhi Leonard. C'est un truc de fou furieux. Et donc, les Sixers proposent un jeu offensif que moi je trouve absolument magnifique à regarder. Demi-terrain, transition, ce que tu veux, dans lequel on parle que de Maxey et d'Embiid, mais Tobias Harris fait exactement ce qu'on lui demande, Melton, machin. Et quand il s'agit de revenir en défense, repli, équipe très performante, demi-terrain, équipe très compliquée à jouer. Il y a de la longueur dans tous les sens et tout. Non, franchement, là, moi, je mets Nick Nurse en tête, là. Le mec, il est arrivé, alors, ouais, il part pas de tout en bas, hein, il avait déjà une équipe bien sérieuse et tout, mais il a des modifications, et surtout, honnêtement, hein, s'il continue comme ça, les Sixers, ils sont pas juste contenders, ils sont favoris. Retiens bien ce que je dis. Ils sont favoris pour le putain de titre, là, en jouant comme ça. Avec cette mentalité-là, cette dureté-là, et moins de diva, moins de chouinerie, et on y va. Ouais. Et ça, c'est Nick Nurse. J'apprécie énormément je trouve ça très fort. Le travail qu'il fait. Encore une fois, on va voir... Ah bah oui, il y a ce nuage au-dessus des Sixers on va voir à partir du 15 avril parce qu'en fait des saisons régulières de qualité c'est pas la première qu'on se tape sur les 5-6 dernières années. Non mais toi aussi tu l'as dit déjà, on était d'accord, tu disais ouais ce qui manque c'est un peu de tactique, un peu de genre il faut remplacer Doc Rivers par un entraîneur de basket, oui c'était ça. Voilà, bah là c'est fait. Et puis du coup c'est marrant parce que ça se voit et je trouve que c'est pas n'importe quel entraîneur de basket, c'est un mec qui se connaît déjà le chemin du titre, un mec qui même s'il est parti avec des casseroles de Toronto avait montré avant que tactiquement et mentalement, il sait préparer une équipe. Bah là, on le voit, c'est le cas. C'est très solide, monsieur Nick Nurse. Donc Chris Finch, chez toi. Oui, dites-nous si vous avez mis Nick Nurse justement en 1 ou à quelle place sur le podium. J'ai souhaité rendre hommage à monsieur Chris Finch, qui est donc mon leader dans la course au coach de l'année au moment où Noël débarque, puisque Minnesota a la meilleure défense de toute la NBA. Bravo. Que comme tu l'as dit, il n'y a pas énormément de débats.
ils sont vraiment traumatisants en défense. Et puis j'entends ce que tu dis sur attaque stéréotypique, je peux le voir, et puis parfois il y a encore des choses à devoir équilibrer, on l'a vu sur certains matchs, dans les lectures et dans la manière de peut-être voir qu'il lui manque un joueur aussi, peut-être c'est pas que le coach, hein, c'est aussi peut-être un petit joueur de plus offensif, sur le banc, très, très certainement, mais je suis globalement très très impressionné par ce qui se passe du côté de Minnesota. Avec là un match là récemment encore là contre Miami qui retrouve tous ses joueurs là, ils ont Jimmy Butler, Tyler Herro, là Bam Adebayo, il y a tout le monde là, Kevin Love, tout le monde qui est prêt. Ils démarrent au taquet et Minnesota trouve systématiquement une solution dans les matchs. C'est là, notamment le signe d'un groupe qui y croit autour de son leader et autour de son coach. C'est pas juste une histoire de allez-y gambader et faites-vous plaisir et puis on essaiera de voir si on peut revenir. Non, c'est vrai. On sait comment punir. Sur le match de Miami, c'est du grind, c'est une équipe de grands garçons. Alors oui, retrouver Rudy Gobert à ce niveau-là est énorme. Physiquement, on en a parlé dans la vidéo du Depoy. Oui, retrouver Anthony Edwards sur cet élément de progression, et donc tu l'as dit, qui va être encore All-Star, mais qui va être lui aussi peut-être dans une autre discussion, parce que si Anthony Edwards il fait une saison comme ça pour la meilleure équipe de NBA, peut-être qu'à un moment on discutera aussi de 3 lettres. Pas autant que d'autres, mais il va être dans la discussion. Mais c'est ce qu'il y a autour en fait. C'est que le pari, c'était de voir si cette équipe pouvait être très forte sans problème de blessure. Oui, on le sait maintenant, on le voit. On a vu sur un échantillon de 25 matchs que si Chris Finch est le coach de ce groupe de Minnesota, ils peuvent jouer le titre. Rudy Gobert s'exprimait récemment publiquement en disant « Oui, très clairement, notre objectif, c'est de jouer le titre ». Je serais quasi capable de parier là, si on croisait Rudy, de lui dire « Franchement, entre ce groupe-là et tous les groupes que tu as eu au Jazz, c'est lequel en quel tu crois le plus ?» Je pense que là, il le voit en termes d'entourage qu'il a autour de lui, même dans les capacités qu'ils ont à s'en sortir. La façon dont Karl Anthony Towns a répondu. Là, on l'avait vu avec la République dominicaine. Non, mais c'est sûr, c'est le fruit d'un coach qui a bien préparé son groupe. On est d'accord. On a fait les conclusions hâtives, toi et moi, Alex, et on s'était dit, il faudrait peut-être transférer, en rigolant, on avait dit, peut-être transférer Karl Anthony Towns parce que ça marche très très bien et c'est peut-être plus le problème et tout. En fait, c'est bon là, on sait que Kat ne chouine pas. C'est un des plus grands mystères limite de ce début de saison, c'est qu'il n'y a pas de souci avec Karl Anthony Towns, qu'on sait comment ça se passe, que comme tu l'as bien dit, les efforts notamment des Rudy, des Anthony Edwards, des Nickel Alexander-Walker, le mec c'est en train de devenir un verrou hallucinant sur les lignes extérieures en NBA. Je sais pas, j'adore. C'est un groupe qui tous les soirs joue dur, marque d'un groupe qui est bien coaché. C'est un groupe qui a des capacités encore à développer autour de jeunes, Anthony Edwards, Jalen McDaniels, Naz Reid. C'est un groupe qui a des vétérans, Rudy Gobert, Mike Conley. Et il y a des coachs qui seraient capables de faire de la merde avec, salut Doc Rivers, Chris Finch pour le moment. Si moi on me demande aujourd'hui sur 25 matchs qui est la meilleure équipe de NBA, je dis les Minnesota Timberwolves. Et donc c'est pour Chris Finch que je donne cette première place. Mais le débat est évidemment ouvert. Vous pouvez nous dire qui vous avez sur votre podium. Alex, je remonte le tableau. Après, j'ai une question à te poser. Tu as mis Nick Nurse en 1, Chris Finch en 2, Mark Daigneault en 3. J'ai mis Chris Finch en 1, Mark Daigneault en 2 et Nick Nurse en 3. Qu'est-ce qu'on pense de Tyronn Lue ? Ouais, non, Tyronn Lue, ça mérite d'être mentionné. Hein. Quand même, hein. D'être mentionné, je suis d'accord, je l'ai dans mes notes. Hein, tu vois, mais comme j'ai préféré faire la mention à Kidd et à Mosley, parce qu'on va pas non plus faire 800 mentions. Oui. Mais tout à fait, hein, Tyronn Lue, lui aussi, on lui a modifié son effectif alors que la saison venait de commencer. On a eu peur à un moment que ça perde l'identité défensive. Ces Clippers ont toujours leur identité défensive, malgré la perte de Covington, de Batum et l'arrivée d'Harden. Oui. Là, en plus, au moment où on parle, ils sont quand même dans des bonnes séries, dans une très bonne série, la vraie dynamique. On a parlé de Kawhi dans le Depoy et tout. Enfin, tu vois, ils sont dans une bonne dynamique. Les Clippers de victoire, ils sont à 7 ou 8 de suite au moment où on fait cette vidéo. Ouais. Non, voilà, oui, bien sûr, Tyronn Lue, beau boulot, comme il a déjà montré qu'il savait le faire, le groupe, il le fédère, il trouve des solutions, il trouve son petit noyau de 7, 8, 9 joueurs sur lesquels s'appuyer. Là, en plus, tant mieux pour lui, et c'est aussi ça qu'on attendait côté Clippers, les stars sont là, pas blessés, sont au rendez-vous, à peu près en forme, prêts à jouer et à casser des bouches. Ouais. Non, Tyronn Lue, moi j'ai bien aimé certains choix, là...
Bon, après, Westbrook, c'est autant le coach que le joueur qui ont décidé de se mettre sur le banc. Mais j'aime bien la façon dont les rotations sont organisées par Tyronn Lue. Il passe moins souvent en small ball parce qu'il a moins d'options, donc il s'appuie plus sur Zubac. C'est complètement différent, mais il s'est adapté à son groupe et ça marche. Tout à fait. Et pour finir en mention, puisque Alex a parlé de Monsieur Tyronn Lue, évidemment compliqué de ne pas finir la vidéo sans parler. Tu as parlé un petit peu de mention de Rick Carlisle. Je parle juste très rapidement de Adrian Griffin, pas AJ Griffin, c'est son fils. Adrian Griffin quand même qui a pris la place de Mike Budenholzer chez les Bucks. On n'arrête pas de les prendre pour acquis aussi, ils sont deuxième de la conférence Est, mais comme on l'a dit dans les critères, il y a à la fois d'où tu pars et puis la sensation sur le terrain. Je trouve qu'on n'est pas hyper rassuré ni satisfait de ce qui se passe avec ces Bucks. Peut-être que les attentes étaient un peu trop énormes pendant la pré-saison et pendant les 30 prévus où on disait « t'imagines offensivement tout ce qui peut se passer », puis en défense ils ont encore des stabilités. Milwaukee a le bilan, 19 victoires en 26 matchs, mais Adrian Griffin, Alex, ne nous donne pas le sentiment, moi me donne pas le sentiment que c'est un candidat au titre de coach de l'année malgré ce poste de numéro 2. Il va nous falloir une défense, quoi. Il va nous falloir un bout de défense. Ouais, notamment, et même des améliorations un vrai bout de offensives, défense, un vrai bout de défense, un peu plus de travail, c'est peut-être aussi tout simplement une question de temps parce que le mec vient d'arriver, donc bien moi sûr. J'entends. Mais non, il y est pas là pour l'instant, il est pas dans cette discussion pour moi. On est d'accord, il y est pas. Je vous montre une dernière fois le top 3, donc le voici avec Nick Nurse pour Alex qui est en tête de la course au coach de l'année. C'est Chris Finch pour Bibi. Dites-nous vous, qui vous avez kiffé, qui vous avez regardé et vous appréciez le jeu à fond les ballons. On vous fait des gros bisous et juste pour finir, en effet, quand on me pose la question à chaque fois, ton sleeper un peu sur la deuxième partie de saison, ça serait qui ? Il y a Joe Mazzulla dont on a parlé. Je pense que même Joe Mazzulla, il peut finir dedans. Mon gros sleeper, c'est Tyronn Lue, pour le coup. Allez. Tu m'as fait parler de lui tout à l'heure, mais je l'avais en sleeper. Ouais, parce qu'en fait, ça se trouve, les Clippers, ils vont continuer à faire des grosses séries de wins comme ça. Et on va faire quoi si les Clippers s'y remontent vraiment au classement ? Bien sûr. On va bien être obligé de considérer le taf de Tyronn Lue. Nous sommes d'accord. Voilà. Je suivrai de très très près évidemment Monsieur Joe Mazzulla, comme on l'a dit. Si pour moi, il va être encore mieux. Et peut-être qu'on va se retrouver avec le futur coach de l'année. On vous fait des bisous, on vous attend dans les commentaires et on se retrouve pour une dernière vidéo en 3 lettres. Le MVP. À demain, des bisous. Ciao.